Le jour où le juge aux affaires familiales a dit « Résidence principale chez le père », ma femme a blêmi, et moi j'ai compris un truc horrible. Elle n'avait pas seulement trompé, elle avait préparé un dossier pour me faire passer pour un monstre. Et le détail le plus choquant, c'est que la preuve qui a tout retourné venait de sa propre amie, celle qu'elle utilisait comme alibi. Mais ça, je ne l'ai su qu'à la fin. 7 ans. C'est long pour construire une vie avec quelqu'un, et encore plus long pour ignorer les petites alarmes dans sa tête. De l'extérieur, ma vie avait l'air parfaite. Une maison propre, dans un lotissement calme près de Nantes. Une entreprise qui avait enfin cessé de ressembler à un pari pour devenir une machine. Une épouse, Claire, qui ne travaillait pas parce que je pouvais tout assumer. Et notre fils de 4 ans, Louis, qui croyait que mon ordinateur était une boîte magique qui fabriquait des dessins animés et payait les courses. Je plaisantais souvent en disant que j'avais épousé Claire 2 fois. Une fois le jour du mariage, et une deuxième fois le jour où mon entreprise a franchi son premier vrai cap. Ce jour-là, elle m'a serré contre elle, comme si j'avais gagné un trophée. Elle a dit « On l'a fait », comme si elle avait été réveillée avec moi à 3 heures du matin pour boucler la paix. Comme si elle avait assisté au rendez-vous. Comme si elle avait fixé les chiffres jusqu'à avoir des yeux de calculatrice. Je ne lui en voulais pas. Je voulais qu'elle ait la vie facile. Je voulais que Louis ait une mère pas épuisée. Je voulais que la maison reste paisible. Je pensais que c'était ça. Être un pilier. Sauf que parfois, être un pilier veut dire devenir une cible ambulante, avec un portefeuille à la place du visage. Au début, c'était minuscule. Le genre de minuscule qui vous fait culpabiliser d'y penser. Claire a commencé à traiter nos soirées comme si c'était optionnel. Elle se préparait avec un soin bizarre, pas le soin joyeux d'un rendez-vous amoureux. Plutôt le soin nerveux d'une audition. Elle vérifiait son téléphone et inclinait l'écran quand je passais. Elle se mettait soudain du parfum, un mardi. Et quand je posais une question légère, elle répondait avec un sourire qui n'allait pas jusqu'aux yeux. Je vois une amie, c'est tout. Et moi, je hochais la tête, parce que je ne voulais pas devenir ce mari soupçonneux, celui qui chronomètre et interroge. J'avais trop travaillé pour être un homme stable, pas un ado parano. Alors je me répétais que c'était normal, les gens ont besoin d'air, les mamans ont besoin de pause, un couple a besoin d'espace. J'avais l'air si mature dans ma tête. Puis il y a eu de nouvelles règles, jamais dites, mais appliquées quand même. Son téléphone face contre la table, des appels dans la salle de bain, comme si elle négociait une prise d'otage. Et notre agenda partagé est devenu son agenda à elle. Si je demandais à quelle heure elle rentrait, elle disait bientôt, comme si le temps était une ambiance et pas un chiffre. Le plus étrange, c'était son calme quand je questionnais. Pas agacé, pas en colère, calme, comme si elle avait répété ses réponses devant un miroir. J'ai remarqué aussi la façon dont elle riait à des messages sans me montrer. La façon dont elle lançait une dispute pour rien, juste avant de sortir, comme si elle avait besoin de partir en se sentant victime. Un soir, elle m'a accusé de ne pas l'apprécier. J'avais un sac de courses dans une main et une briquette de jus dans l'autre, comme un super-héros de banlieue. Et je me suis surpris à penser, elle s'accroche vraiment à ce scénario. Comme beaucoup d'hommes quand ils ont peur de regarder la vérité en face. J'ai décidé d'être encore plus utile. J'ai planifié un week-end sur la côte. J'ai acheté un collier qu'elle avait mentionné des mois plus tôt. J'ai tenté d'organiser des dîners. Et pendant un court moment, elle a joué le jeu. Sourire sur les photos. Main dans la main au restaurant. Et même une publication avec une légende sur l'amour et la gratitude. L'équivalent moderne de verrouiller la porte quand le voleur vit déjà dedans. Et j'ai failli y croire. Jusqu'à la nuit où je me suis réveillé. Et Claire n'était pas dans le lit. La maison était sombre. Sauf une lueur sous la porte de la salle de bain. Elle chuchotait au téléphone. Pas parler. Chuchoter. Comme si les murs écoutaient. Je suis resté dans le couloir. Idiot, dans ma propre maison. Et quelque chose a basculé en moi. Pas encore de la colère. Plutôt mon cerveau qui admettait enfin. Il se passe quelque chose. Et ça se passe sans toi. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de toute notre relation. J'ai regardé la facture téléphonique. Pas pour la piéger, mais pour me rassurer. Ce qui est ironique, parce que rien ne rassure moins qu'une liste d'appels à minuit vers un numéro inconnu. Des appels, des messages, toujours le même numéro. Ni une amie, ni sa sœur, ni quelqu'un que je connaissais. J'ai fixé l'écran comme s'il s'agissait d'une énigme. Mon esprit inventait des excuses pour protéger mon cœur. Peut-être une maman de l'école, une voisine, une nouvelle copine de sport, un prof de yoga. Pendant que je rationalisais, Louis est entré en courant dans la pièce, en me demandant si on pouvait construire une fusée en carton. J'ai dit oui, parce que je refusais que mon monde s'écroule devant lui. Alors on a construit une fusée. J'ai souri, et mes mains tremblaient à peine quand j'ai collé les ailes. Ce soir-là, Claire a dit qu'elle ressortait.
Juste une petite visite. A-t-elle dit. Je l'ai regardée mettre son rouge à lèvres, comme si elle allait passer à la télé. Puis, elle s'est penchée pour embrasser Louis sur le front, en lui disant d'être sage. Il a répondu. D'accord, maman. Ça aurait dû être normal. Ça aurait dû aller. Mais ça ressemblait à une scène répétée. Quand elle est partie, je suis resté seul dans la cuisine, avec le bourdonnement du frigo. Et j'ai compris que j'en avais assez de vivre avec le mystère comme mode de vie. Alors, j'ai fait ce que je m'étais toujours juré de ne jamais faire. Je l'ai suivi, pas comme dans les films. Pas de manteau ni de lunettes noires. Juste moi dans ma voiture, me sentant ridicule et malade, me disant que je ferais demi-tour si elle allait chez une amie, et que je m'excuserais ensuite auprès de ma conscience en achetant des fleurs. Elle n'est pas allée chez une amie. Elle a traversé la ville, jusqu'à un quartier où je n'avais aucune raison d'aller. Elle s'est garée près d'un restaurant, à lumière tamisée, avec une terrasse. Je me suis garé plus loin, le cœur cognant si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir. Je l'ai vue descendre, arranger ses cheveux, entrer comme si elle était chez elle. 5 minutes plus tard, un homme que je n'avais jamais vu l'a rejointe à l'entrée. Il souriait, comme s'il l'attendait depuis des heures. Elle lui a touché le bras. Pas un geste poli, pas amical, un geste précis, autorisé. Et mon estomac s'est effondré. Je me suis agrippé au volant, sans même ressentir de colère. Seulement une honte étrange, comme si toute la ville était dans la confidence. Sauf moi, j'ai pris une photo, pas pour me venger, mais parce que j'ai compris une chose essentielle. Si un jour ça devenait parole contre parole, mes sentiments ne comptaient pas. Seule les preuves comptaient. Je ne le savais pas encore. Mais cette photo floue, prise depuis un parking, allait devenir la première brique du mur qui me sauverait plus tard. Je suis rentré chez moi, comme un fantôme. Et quand Claire est rentrée, elle a été normale. Elle a demandé si Louis dormait. Elle a dit que la soirée était sympa. Elle m'a raconté un problème d'amis, et j'ai hoché la tête, comme si je regardais une pièce dont je connaissais déjà le texte. Allongé dans le lit, j'ai fixé le plafond en pensant « Demain, je la confronte ». Puis une autre pensée est venue. Non. Demain, tu vas découvrir qui elle devient quand elle est acculée. Le matin suivant, j'ai préparé le café comme un mari normal, ce qui est une chose absurde quand on porte un secret aussi lourd dans la poitrine. Claire est entrée dans la cuisine en portant un de mes vieux t-shirts, comme dans une pub pour couple heureux. Elle a souri et m'a demandé ce qu'on faisait ce week-end. Et je me suis dit « Incroyable, elle peut parler de samedi alors que notre mariage brûle déjà ». Louis est arrivé en réclamant des céréales. Claire lui a ébouriffé les cheveux comme la mère parfaite. Et j'ai tout avalé, parce que je n'allais pas transformer la cuisine en champ de bataille devant un enfant de 4 ans. J'ai attendu. Je l'ai emmené à l'école. J'ai fait le papa joyeux à l'entrée. Je l'ai regardé disparaître dans la classe. Puis je suis resté assis dans la voiture, à fixer le volant, comme s'il allait me donner une réponse. Je savais que j'avais 2 options. Exploser et obtenir une pièce de théâtre. Ou rester calme et obtenir des informations. J'ai choisi le calme. Pas par noblesse, mais par stratégie. Quand je suis rentré, Claire était assise à la table, le téléphone à la main, comme si tout allait bien. Je me suis assis en face d'elle, et j'ai dit « Il faut qu'on parle ». Elle a soupiré immédiatement. Un soupir parfaitement synchronisé. Comme si elle attendait que je devienne compliqué. J'ai dit « Je sais que tu vois quelqu'un ». J'ai scruté son visage à la recherche d'une fissure. Rien. Elle a penché la tête et a répondu « De quoi tu parles ?» Et j'ai failli rire, tellement c'était audacieux. Je lui ai dit que je l'avais vue la veille. Où et quand, sans mentionner la photo. Je voulais voir jusqu'où elle irait. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu m'as suivi. C'est flippant. Tu t'entends. » Elle n'a pas nié. Elle m'a attaqué. Et j'ai compris que je faisais face à quelqu'un qui se battait sale. J'ai dit « Oui, je t'ai suivi, parce que tu me mens. » Elle s'est adossée à la chaise, bras croisés, puis elle a ri doucement, comme si j'étais insécure et attendrissant. Elle a dit « J'y suis allée avec une amie et son copain. Tu as vu ce que tu voulais voir. » Puis elle a regardé l'heure et a demandé si j'avais fini parce qu'elle avait des courses à faire. Mes mains étaient posées sur la table. Mes doigts voulaient se refermer. Mais ma voix est restée stable. J'ai dit « Dis-moi son prénom. » Elle a cligné des yeux une fois et a demandé « Le prénom de qui ?» J'ai répondu « L'homme que tu as rejoint. » Elle a dit « Je ne sais pas ce que tu crois avoir vu, mais tu perds pied. » Et à cet instant, j'ai compris que je n'aurais pas d'aveu. Pas aujourd'hui. Pas avec quelqu'un qui vivait déjà dans un univers parallèle. Alors j'ai changé d'angle. J'ai dit « D'accord, alors montre-moi ton téléphone. » Elle s'est figée une demi-seconde. Et cette demi-seconde a tout dit,
Ensuite, la colère est arrivée, rapide et bruyante. Elle a dit « Non, absolument pas. Tu n'as pas le droit de me contrôler. Tu n'as pas le droit d'envahir ma vie privée. Tu es abusif. » Ce mot est tombé dans la pièce, comme une brique. Abusif. Elle l'a prononcé, comme si elle l'avait gardé en réserve, comme une carte joker. Et soudain, la discussion n'était plus sur ses mensonges, mais sur moi en bourreau. Je me suis levé lentement, et j'ai dit « N'utilise jamais ce mot pour couvrir tes choix. » Elle s'est levée aussi, m'a pointé du doigt, comme si le procès avait déjà commencé. Elle a dit « Tu me fais peur là. » Et mon cœur a fait cette chose horrible. Il a encore essayé de la protéger, comme si une partie de moi voulait croire qu'elle était juste perdue, pas calculatrice. Puis elle a porté le vrai coup. Elle a dit « Peut-être qu'on devrait se séparer. » Et j'ai répondu que si c'était ce qu'elle voulait, on pouvait en parler calmement. Elle a souri. Pas un sourire doux, un sourire fin, comme quelqu'un qui vient de débloquer un niveau dans un jeu. Elle a dit « Très bien, parce que j'en ai marre de vivre comme ça. » Et j'ai compris qu'elle ne parlait pas du mariage, mais de la responsabilité. La semaine suivante, elle est devenue quelqu'un d'autre. Elle disparaissait, sans se cacher. Elle rentrait tard et agissait, comme si je devais être reconnaissant qu'elle revienne. Elle a commencé à critiquer mon travail, à dire que je bossais trop, que l'argent ne valait pas le stress. Elle a lâché des phrases comme « Tu ne survivrais pas sans moi », ce qui était presque drôle, puisque tout ce qu'elle apportait désormais c'était de la tension et du linge en plus. Puis un après-midi, j'ai reçu un mail de ma banque, une demande de réinitialisation de mot de passe, que je n'avais jamais faite. Mon ventre s'est glacé. J'ai vérifié mes comptes. Rien n'avait encore disparu. Mais le message était clair. Elle ne partait pas seulement. Elle se préparait. Ce soir-là, je me suis enfermé dans mon bureau et j'ai rassemblé tous les documents importants. Dossier de l'entreprise, déclaration fiscale, statut, acte de propriété, assurance, tout. J'avais l'impression de construire un canot de sauvetage pendant que le bateau jouait encore de la musique. Et je détestais ce que je devenais. Je détestais que l'amour se transforme en logistique. J'ai appelé mon meilleur ami. Je lui ai expliqué l'essentiel. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il a simplement dit « prends un avocat. Un bon, pas un bon marché ». Et j'ai dit d'accord. Le lendemain matin, Claire m'a tendu une enveloppe, comme si elle apportait le petit déjeuner. Elle a dit « tu es servi ». Mon cerveau a ralenti en lisant. Les mots ont cessé d'être des mots pour devenir des menaces. C'était une demande de divorce. Mais pas seulement. C'était un roman de fiction. Elle affirmait que je contrôlais tout l'argent, que je cachais des revenus. Elle suggérait que j'étais instable. Elle voulait la maison, la garde principale, une pension qui m'aurait obligé à inventer une deuxième entreprise. Et le plus absurde, elle prétendait avoir été fidèle, et que c'était moi qui agissais de façon suspecte. Je suis resté là avec le papier à la main, et la colère est enfin arrivée, nette et brûlante. Mais en dessous, il y avait la peur. Pas la peur de la perdre. Cette porte était déjà fermée. La peur de perdre mon fils. Je suis allé dans la cuisine. Elle buvait de l'eau comme après un cours de yoga. J'ai demandé « C'est quoi ça ?» Elle a répondu « La vérité ». J'ai dit « C'est un mensonge ». Elle a haussé les épaules et a dit « Prouve-le ». Puis elle s'est penchée et a murmuré « Tu crois vraiment que quelqu'un te croira ? Tu travailles tout le temps. Moi je suis avec notre enfant. Ils te verront comme l'homme riche qui veut écraser la pauvre épouse. » Elle s'est adossée à la chaise et a souri encore. Et à ce moment-là, j'ai compris son plan. Se présenter comme la mère dévouée. Me peindre en pourvoyeur froid et contrôlant. S'approprier mon entreprise, en prétendant l'avoir construite avec moi. Prendre la maison au nom de la stabilité. Et surtout prendre mon fils. Ce n'était pas un divorce. C'était une prise de contrôle. Ce jour-là, j'ai appelé un avocat. Pas un conciliant. Pas un sympathique. Un précis. Quelqu'un qui ne se laisse pas attendrir par les larmes et qui lit les mensonges comme des sous-titres. Lors du premier rendez-vous, il a écouté, sans m'interrompre. Il a demandé des dates, des faits, des horaires. Il a demandé si j'avais des preuves. Quand j'ai mentionné la photo prise devant le restaurant, il a hoché la tête une seule fois et a dit « C'est un début ». Puis il a ajouté une phrase qui a tout changé. Il a dit « Ne traite pas ça comme un chagrin d'amour. Traite ça comme un litige professionnel avec une urgence de garde. Tes émotions viendront plus tard. Maintenant, tu dois penser stratégie. » Alors, j'ai commencé à rassembler ce qu'il fallait. Pas pour me venger, pas pour la détruire, juste pour figer la réalité avant qu'elle ne soit réécrite. J'ai demandé les relevés téléphoniques. Sécuriser mes comptes, changer tous les mots de passe, documenter chaque détail concernant Louis, heure de dépôt à l'école, rendez-vous médicaux, message de la maîtresse, routine du soir. Je construisais une chronologie, et chaque fois que Claire essayait de me provoquer,
de lancer une dispute, de me pousser à élever la voix, je me rappelais, ne lui offre pas une scène qu'elle pourra recycler. Je suis resté calme, poli, presque ennuyeux, parce qu'un homme ennuyeux ne ressemble pas à un tyran devant un juge. Mais elle n'avait pas fini. Loin de là, elle est venue un matin à mon bureau sans prévenir. Sourire doux, voix sucrée. Devant mes employés, elle a dit qu'elle voulait juste parler, comme un couple banal avec un petit désaccord. Quand je lui ai demandé de partir, elle a haussé le ton juste assez pour être entendue, et a dit « Tu vois, c'est exactement comme ça qu'il me parle. » Et j'ai compris qu'elle ne cherchait pas la vérité. Elle collectionnait des témoins. Pas pour ce qui s'était passé, mais pour ce qu'elle voulait raconter plus tard. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le vrai combat venait de commencer. J'ai cessé de réagir, et j'ai commencé à enregistrer la normalité. Pas avec des caméras cachées, pas avec du théâtre, mais avec de la constance. Chaque sortie d'école, chaque dîner, chaque histoire du soir. Tout ce qui paraît banal, jusqu'au jour où quelqu'un tente de dire que tu n'étais jamais là. Elle alternait les messages accusateurs et les excuses mielleuses, testant quelle version d'elle-même me déstabiliserait le plus. J'ai choisi le silence. Mon avocat appelait ça « affamer le récit ». Puis le tournant est arrivé sans bruit. Pas par elle, mais par quelqu'un qu'elle croyait acquis. Son amie, la même qu'elle utilisait comme alibi, m'a écrit tard, un soir. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être mêlée à ça, mais qu'elle ne pouvait plus mentir. Elle a envoyé des captures d'écran, des messages, des dates, des blagues qu'elle faisait sur moi, sur le tribunal, sur la facilité avec laquelle elle pensait tout prendre. J'ai tout lu sans trembler, étrangement calme, parce que désormais son histoire avait des fissures qu'elle ne pourrait plus masquer. L'audience approchait et Claire gagnait en assurance. Elle racontait autour d'elle que j'étais désespéré, que j'allais céder, que j'avais peur. Et elle avait raison sur un point. J'avais peur. Pas de perdre de l'argent, mais que mon fils grandisse en croyant un mensonge. Quand mon avocat a examiné l'ensemble des preuves et a souri pour la première fois, j'ai compris que ce n'était plus une question de survie, mais de patience. Rester droit et laisser la vérité faire le travail. Les jours précédant le tribunal étaient étrangement calmes. Claire jouait la mère parfaite en public, envoyait encore des messages contradictoires, tantôt agressifs, tantôt affectueux, comme si elle cherchait une faille. Moi, je continuais la routine. École, travail, maison, rien d'extraordinaire. Parce que ce sont les choses ordinaires qui deviennent des preuves quand quelqu'un essaie de réécrire ta vie. Le jour de l'audience, il n'y a pas eu de scène, pas de musique dramatique, juste des faits posés un à un, les relevés d'appel, les incohérences dans ses déclarations, les captures envoyées par son ami, la chronologie détaillée de la présence auprès de Louis. Claire a parlé avec assurance au début, puis de plus en plus vite, puis elle a commencé à se contredire. Je ne la regardais presque pas. Je regardais la table, les mains de mon avocat, le juge qui prenait des notes. Le tribunal n'est pas un théâtre. C'est un endroit où les histoires trop répétées finissent par s'effondrer. Quand l'audience s'est terminée, il n'y a pas eu de verdict immédiat, juste une date ultérieure. Claire est sortie, convaincue qu'elle avait gagné. Elle a souri à des amis, a évité mon regard, déjà en train de préparer une nouvelle version à raconter. Moi, je suis rentré chez moi. J'ai préparé le dîner de Louis. On a parlé de dinosaures et de fusées, et je me suis dit que, quoi qu'il arrive, je n'avais rien inventé, rien exagéré. J'avais simplement documenté ce qui existait, et cette pensée m'a permis de dormir. L'attente a été longue, silencieuse, pesante, et puis le jour de la décision est arrivé. Sans avertissement, sans mise en scène, juste une convocation. Je me suis assis dans la salle. Claire était en face, confiante, droite, persuadée que la victoire était logique, parce qu'elle y croyait vraiment. Et c'est ça qui la rendait dangereuse. Elle croyait à sa propre version. Elle pensait que l'assurance suffisait à remplacer la vérité. Le juge a parlé calmement, sans lever la voix, sans hésiter. Il a démonté ses affirmations une par une. Contrôle financier non établi, instabilité non prouvée, incohérence répétée, témoignages contradictoires. L'entreprise reste ma propriété. Le logement est maintenu pour la stabilité de l'enfant. Et puis, la phrase est tombée, résidence principale, fixée chez le père. À ce moment-là, Claire m'a regardé, pour la première fois, vraiment. Pas avec colère, pas avec mépris, mais avec stupeur. Comme quelqu'un qui réalise, trop tard, que la confiance sans vérité n'est que du bruit. Elle s'est levée vite, déjà prête à raconter autre chose à d'autres gens. Et je l'ai laissé faire, parce que mon histoire ne dépendait plus d'elle. La vie après le tribunal n'a pas ressemblé à une victoire. Pas de triomphe, juste du calme, des matins d'école, des après-midi de travail, sans boule au ventre.
Des histoires du soir qui finissent par des questions sur l'espace et les dinosaures. J'ai compris que la force, ce n'est pas de crier plus fort. C'est de rester constant jusqu'à ce que le mensonge s'effondre tout seul. Je n'ai pas perdu une femme. J'ai récupéré la vérité, mon travail et mon fils. Et quand le juge a dit que la garde m'était confiée, tout s'est arrêté net, sans musique, sans pardon, sans retour en arrière.